il n'y aura pas de décroissance tant qu'il n'y aura pas des politiques de décroissance qui seront menées au niveau des États, ce qui n'arrivera probablement jamais. C'est pour ça que je ne prône pas la décroissance. La décroissance, ça fait partie de ces choses dont je dis il faudrait le mettre en place. Mais on ne le fera pas. Ah oui, l'économie, c'est pas moi qui le dis, parce qu'on me dit oh, quand même, il nous fait chier avec son effondrement, quel air. Oui, mais attendez, c'est pas moi le pire effondriste. Ce sont les économistes néoclassiques, c'est-à-dire mainstream, qui n'arrêtent pas de répéter que les décroissants sont fous, parce que si ça arrête de croître, ça va s'effondrer. Ben ça va s'effondrer alors. Parce que pour maintenir cette croissance-là, il faudrait toujours plus de flux d'énergie et de matière. Il n'y a pas un pour un, il n'y a pas de causalité entre l'un et l'autre. Il y a juste une corrélation très forte au niveau sociétal entre les flux d'énergie et de matière et la capacité à produire de la valeur ajoutée économique, les biens, les services, etc. Il y a une corrélation forte. Et donc, oui, on n'aura pas moins, et je vous ai dit qu'on allait avoir une descente énergétique et matérielle, il n'y aura pas moins d'énergie et de matière et plus d'économie. Non, ça ne tiendra pas, à moins de totalement redéfinir les mots, ce qu'on fait de temps en temps, mais ça ne changera pas les problèmes de fond. Hein, ça masquera le problème plus qu'autre chose. Voilà, donc on a besoin. Et je dis au passage, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui n'auraient toujours pas compris, il faut arrêter de dire que les décroissants sont cons, que les décroissants sont fous, sous prétexte que ce serait une catastrophe sociale. Parce qu'en réalité, la seule chose qui pourrait éventuellement permettre d'éviter cette catastrophe sociale, c'est la décroissance. Je vous explique. Le contraire de la croissance économique et la croissance du produit intérieur brut, c'est un indicateur, ça s'appelle une récession. Si ça se prolonge, on appelle ça une dépression, et ça n'a strictement rien à voir avec la décroissance qui, même si le mot est un peu bizarrement choisi, qui est un projet politique qui consiste à changer en profondeur le modèle économique et social pour redistribuer, assurer la base à tous ceux qui en ont absolument besoin, les plus vulnérables, précisément pour que, quand il va y avoir descente énergétique et matérielle, parce qu'il n'y a pas le choix, et que ça va entraîner une contraction économique, et bien que ce ne soit pas une casse sociale terrible. Quand j'entends dire, mais regardez, pendant la crise de Covid, la décroissance a projeté plusieurs dizaines de millions de nouvelles personnes dans l'extrême pauvreté. Parce qu'il y a eu des politiques de décroissance qui ont été menées pendant la crise de Covid. Il n'y a pas eu de décroissance pendant la crise de Covid. Il faut arrêter de dire ça. Il y a eu une contraction économique dans un système de croissance. Et ça, ils ne le supportent pas. Voilà. Il n'y aura pas de décroissance tant qu'il n'y aura pas des politiques de décroissance qui seront menées au niveau des États, ce qui n'arrivera probablement jamais. C'est pour ça que je ne prône pas la décroissance. La décroissance, ça fait partie de ces choses dont je dis il faudrait le mettre en place. Mais on ne le fera pas. Donc il faut se préparer au fait qu'on ne le fera pas. Voilà. Il faut créer des opportunités d'action collective vertueuses de sens pour le plus possible de gens, avec de la solidarité, l'inclusivité, justice sociale, cohésion territoriale. Et je ne dis pas ça parce que je serais vaguement de gauche. On n'en a rien à cirer de l'orientation politique de Keller. Il se trouve que Keller, c'est un spécialiste des systèmes résilients et que dans un contexte de contraction des flux d'énergie et de matière, la seule manière de s'en sortir et de ne pas se casser la gueule, c'est ça. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, c'est formidable. Et si ce n'est pas le cas, soyez solidaires par calcul. Les leviers clés dont on dispose vis-à-vis de ça, il y en a plein, mais deux très importants. La gestion partagée des communs. On se pose la question des choses très importantes dont dépend la satisfaction des besoins essentiels à court, moyen, long terme. Ces choses-là doivent être préservées, voire sanctuarisées, et elles doivent être gérées en commun avec les gens dont l'avenir en dépend. C'est territorialisé la plupart du temps sur les territoires. On ne peut pas laisser la gestion du foncier nourricier, la gestion d'un aquifère, la gestion des écosystèmes ou des agrosystèmes les plus importants, la gestion des infrastructures critiques et d'un certain nombre d'autres choses. On ne peut pas laisser la gestion et les grandes décisions sur ces choses-là être prises exclusivement par des élus ou une compagnie privée ou par des fonds d'investissement ou que sais-je, ou un propriétaire privé. On ne peut pas faire ça. Parce que dans le meilleur des cas, vous êtes bien tombé, vous avez un super élu, il prend les bonnes décisions. Mais même dans ce cas-là, est-ce qu'il sera encore là dans 5, 10, 15 ans? Bon, c'est votre avenir qui en dépend. Si vous dépendez d'une société qui fait bien, une compagnie privée qui fait bien les choses, tant mieux. Et si demain, la compagnie se casse la gueule? Et si demain, il y a quelqu'un, enfin, l'actionnariat prend une décision qui fout en l'air ce qui a été fait? Vous ne savez pas. Il doit y avoir une représentation citoyenne dans les prises de décision sur les choses qui relèvent du commun. Voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas du communisme, ça n'a rien à voir. Et donc, vous devez pousser pour faire ça. Vous devez pousser. Ça ne se produira pas, ça ne viendra pas par l'opération du Saint-Esprit. Et il faut assurer l'accès à l'essentiel pour tous. Et là, notamment, je cite l'exemple de Montpellier où les 15 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde. Et ensuite, si tu surconsommes, eh bien, tu payes plus le mètre cube. Bon, mais voilà, on fait ça pour tout le reste, pour tout ce qui est vital. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que quand demain, il n'y aura pas assez pour tout le monde, mais on puisse à la fois sur la production et sur la gestion, mais sur aussi l'accès, faciliter l'accès, garantir l'accès, faire en sorte que tout le monde ait la base vitale pour survivre. Et à ceux qui pourraient penser que, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Keller, là? Qu'il faudrait donner gratuitement des choses à des feignasses ou à des étrangers.
Donc, les gens qui n'aiment pas ce genre d'idée, il y en a peut-être ici, je ne juge pas, hein. Mais si vous pensez ça, vous êtes très certainement quelqu'un aussi qui s'obnubile pour les questions de sécurité. Eh bien, réveillez-vous, parce que précisément, c'est de ça qu'on parle. Dans un contexte où il n'y aura pas l'essentiel vital assuré pour tout le monde, qu'est-ce que vous croyez? Que les gens qui n'ont pas, ils vont mourir en silence? Faire en sorte d'assurer la base vitale pour tous, c'est une question de sécurité de tous. Voilà. Ça passe par des expérimentations, je ne développe pas, par des chantiers coopératifs, je ne développe pas. Ça passe par le fait de créer, de tester de nouvelles branches en parallèle des organisations existantes. Je ne vous dis pas d'abandonner tout ce que vous faites et de vous précipiter dans le vide en mode expérimental sur quelque chose de radicalement nouveau. Testez autre chose. Vous voyez qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent. Faites ça, tâtonnez. Quand vous aurez trouvé quelque chose qui vous paraît solide, vous poserez bien le pied, puis peut-être vous testez, dans la zone grise au départ. Et puis si ça tient, eh bien, vous basculez votre centre de gravité dans un second temps. Mais il faut faire ça. Je termine en disant, il y a encore 2-3 trucs à dire, je termine en disant que voilà, on a besoin d'une économie à visée générative. Pour ceux qui ne connaissent pas la CEC, c'est un bon endroit pour commencer, la Convention des entreprises pour le climat. On a besoin d'une économie de la fonctionnalité de la coopération, en faisant en sorte que ce soit pérenne et plus aller vers de la tertiarisation que de la vente et de la possession des choses. Il y a des comptabilités différentes, multicapitaux à mettre en place. Il y a la CSRD que les gens ici connaissent extrêmement bien et qui est en train d'être démantelée alors qu'il faudrait aller encore plus loin en réalité. Bon, voilà. La descente énergétique et matérielle, on la subira de toute façon, donc il vaut mieux l'organiser et s'y préparer plutôt qu'autre chose. Et on a besoin d'une nouvelle culture, de nouvelles finalités, incarner de nouvelles valeurs, mettre en place de nouveaux indicateurs, mais surtout que les gens ils soient gratifiés et motivés pour changer de comportement. C'est-à-dire que ceux qui font les efforts doivent être récompensés, etc., de différentes manières. Est-ce qu'on veut, finalement, au fond, est-ce qu'on veut créer encore de la valeur ou est-ce qu'on veut être au service de valeur, au pluriel? J'ai encore 2 choses importantes à dire, et après je termine. La première chose, c'est que moi, avec toutes ces choses-là, je vous propose une nouvelle méthode. Et que ça serait bien que ce soit une méthode partagée pour ces choses-là. On va dire qu'il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a les personnes qui sont plutôt dans le business as usual ou dans l'accélération dans la même direction. Et il y a ceux qui se disent à droite, oh là là, mais ça nous conduit à la catastrophe, il faut changer. Alors on va se positionner dans cette deuxième catégorie. Ok, et bien moi je vous dis qu'il y a 4 grands chantiers à opérer et à mener de front. Le premier grand chantier, c'est ce qu'on appelle les transitions. Et là, vous allez trouver tout ce que vous avez, à peu de choses près, 97-18% de toutes les solutions qui ont été propagées, que vous avez entendues. Voilà, donc ça va être à la fois les externalités négatives qui sont diminuées, les externalités positives, dans certains cas même régénératives, qui sont mises en avant, et c'est très bien. Voilà. Et l'économie régénérative, ça peut être un changement de paradigme, attention. Hein. Ça peut être un vrai changement de paradigme, on va y venir après, c'est le deuxième chantier. Mais disons que c'est un changement de paradigme localisé. Imaginez que ce changement de paradigme serait appliqué à tout le système, à changer vraiment la société, l'économie mondiale. Malheureusement, j'y crois pas trop. Et donc, ça fait partie des leviers à actionner absolument, que je mets dans la première catégorie, mais on peut en rediscuter, Fabrice. On va faire de l'atténuation, on va faire de l'adaptation, on va mettre en place des lois, des normes, des aides, des taxes, des standards, faire de l'innovation, du technosolutionnisme. Voilà, tout ce que vous avez entendu parler, dire, ou presque, sur les solutions, rentre là-dedans. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais si ça ne marchait pas, si ça ne suffisait pas, si ça n'allait pas assez vite. Dans ce cas-là, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas simplement un changement au sein du système. Il faut un véritablement changement de système. Ah ben voilà, on va inventer un nouveau système, des nouveaux paradigmes, des nouvelles règles et principes fondamentaux, des nouvelles valeurs, des nouvelles finalités. Il y a des gens qui disent qu'il faut sortir du capitalisme, des gens qui vont encore plus loin, qui disent qu'il faut sortir du productivisme. Voilà. Et puis peut-être même qu'on peut imaginer des modèles de société sans argent. Et puis il y a des formes de vivre ensemble à repenser. Le convivialisme, le municipalisme, pourquoi pas l'anarchisme? Il y en a certains qui proposent ça. Et puis peut-être également le biorégionalisme et tout un tas de choses. Et puis il y a des gens qui disent carrément qu'il faut changer notre rapport au reste du vivant. On est vraiment dans du changement paradigmatique, là. D'accord? Donc tout ça a extrêmement d'importance parce que ça nous permet de réfléchir, de nous alimenter sur comment on pourrait vivre différemment demain. Imaginez par contre que ça on pourrait le... Ah, les décroissants sont là-dedans aussi, la décroissance est là-dedans. Imaginez qu'on va pouvoir mettre en place ça à l'échelle planétaire rapidement. Ben moi, j'y crois pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une troisième catégorie qui dit, et si ça ne se produisait jamais, ou en tout cas pas à temps, et ben dans ce cas-là, il faut se préparer à des points de bascule. Et les points de bascule, c'est conjurer les effondrements. C'est donc, je n'ai pas un discours effondriste, j'ai un discours qui vous dit, si on ne fait rien, on va s'effondrer. Voilà. Et on peut essayer de limiter tellement la casse que finalement, ça ne s'appellerait même plus complètement un effondrement. Il faut poser les fondations de nouveaux projets de société. Et là, vous avez tous les différents éléments. Je suis allé très vite, je suis allé trop vite, j'ai balancé des mots-clés, des machins. Et les gens disent, oui, mais concrètement, je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez la checklist. Vous retrouvez, vous aurez le lien à la fin, vous retrouvez mon slideshow, vous retournez sur les slides et vous avez tous les slides que j'ai passés là, avec tous les mots-clés, une grande partie des sujets sur lesquels il faut se pencher. Je ne vais pas vous développer ça. Pour chaque slide, pour chaque mot sur chaque slide, il y a des experts qui vous donnent des super conférences. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon rôle.
Je ne peux pas tout faire à votre place. Mais les solutions, je vous ai donné, les leviers. Il faut poser les fondations de nouveaux projets de société, montrer qu'on peut faire différemment à l'échelle territoriale, parce que c'est là que ça se construit. Et ça doit partir du bas. Ça ne doit pas rester en bas. Je n'oppose pas le bas et le haut. Pour que ça ait une influence sur le haut, ça doit partir du bas, puis ça doit ensuite se connecter, et ensuite avoir un rôle d'influence. Et là, on est pour que ça remonte vers le haut. Et là, on est sur la deuxième partie, la mise en réseau, la mise en récit, la mise en mouvement. Il faut que ce soit une dynamique, il faut qu'on travaille ensemble, un réseau interterritorial. Et il faut qu'on mette tout ça en récit pour que ça soit connu, pour que ça se diffuse et que ce soit inspirant. Je pourrais passer 1 heure sur les récits. Je crois que je n'ai pas le temps. Développer la résilience, c'est la troisième partie. Alors vous voyez, les gens qui me réduisent à Arthur Keller résilience, alors la résilience, c'est une sous-partie d'un des 4 grands chantiers. Voilà, donc c'est vraiment une sous-partie. Là, elle est là, la résilience. Développer la résilience systémique, je vous rappelle, c'est ma résilience à moi, ça, pour passer le cap. Et la résilience alimentaire, c'est encore une sous-partie de la résilience systémique. Elle est extrêmement importante. Et il faut s'organiser pour pouvoir s'imposer face aux dystopies, c'est-à-dire s'organiser citoyennement et politiquement pour que demain, quand il y aura des points de bascule, on soit audible et pour qu'à ce moment-là, dans le brouhaha ambiant et dans la panique ambiante, on puisse dire « Attendez, là, on a démontré qu'il était possible de faire différemment et que ça représente une alternative viable. Le monde n'a pas besoin de 1001 nouveaux super projets, il a besoin d'une grande alternative sociétale. » Voilà ce dont il a besoin. Et ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord sur tout, qu'on est tous copains, qu'on fait tous la même chose ou de la même manière. Il peut y avoir des grosses divergences, mais on est tous dans cette catégorie de gens qui se disent « il faut réagir ». Et ça, c'est une grande alternative. Il faut qu'il y ait une masse critique qui prenne conscience d'elle-même. Voilà ce que je vous dis. Sauf que, dernière chose, dernier chantier, et après, je n'aurai plus qu'un message à faire passer. Ce dernier chantier, alors du coup, on attend. On n'attend pas sans rien faire, mais on attend que le système finisse sa course. C'est ça, en fait, que vous dites, Keller. On ne peut pas le changer. 1, c'est vachement important, mais ça ne suffira pas. 2, ça serait super important de le faire, mais on n'y arrivera pas. On se prépare au bascule et on attend que ça arrive. Non, on ne peut pas faire ça non plus. On ne peut pas faire ça non plus parce que le système, dans sa dernière phase, il est en train d'accélérer. Il y a des exponentielles qui se mettent en place encore pire que les précédentes. Et sa capacité de destruction de l'habitabilité de la Terre grandit de plus en plus. Et là, on va avoir besoin. Oui, là, si nous n'avons pas de temps. De résistance. Et ce n'est pas pour tout le monde. Mais certaines personnes vont devoir entrer en résistance. Ça demande une certaine forme de courage. Voilà, j'ai écrit là, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Ça doit se faire de différentes manières, de l'intérieur du système et de l'extérieur du système, avec différents niveaux de radicalité. Il y a différents types de façons. Mais il faut entraver l'anéantissement, il faut dégager des marges de manœuvre, travailler de l'intérieur et de l'extérieur, se coordonner selon un gradient de radicalité. C'est l'histoire de la fenêtre d'Overton, pour ceux qui connaissent. Grosso modo, il faut qu'il y ait des très radicaux et des moins radicaux pour que les choses changent. Et il faut qu'il y ait une opportunité. Et l'opportunité, il va y avoir le point de bascule, mais il y a d'autres opportunités à créer, probablement en amont de ces points de bascule. Il faut créer des opportunités pour que, déjà localement, ça change les choses. Voilà. La fenêtre d'Overton, s'il y a des très radicaux, des moins radicaux, les moins radicaux deviennent audibles parce que, comparativement aux plus radicaux qu'eux, ils sont acceptables. C'est pour ça que Marine Le Pen doit beaucoup à Éric Zemmour.